Bonjour, bonjour. Splendid. It's not gonna say hello. It absolutely is going to say hello. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Bonjour et bienvenue sur J'aime plus Netflix. Je suis Mathieu et aujourd'hui je suis accompagné de deux invités. Esteban, à toi de te présenter. Salut, donc moi c'est Esteban et je regarde des films principalement pour le plaisir parce que je suis pas forcément passionné et je vais de temps en temps au cinéma, mais pas non plus hyper régulièrement non plus, donc ça va être intéressant d'avoir vos points de vue aujourd'hui. Trop bien. Et je suis accompagné aussi de Enzo. À toi. Salut, moi c'est Enzo. Donc moi non plus je suis pas particulièrement un grand cinéphile. Je suis limite plus série et je vais assez rarement au cinéma, mais il y a certains films que j'adore. Trop cool. Ben, heureusement qu'on fait ce podcast pour en parler et vous faire kiffer le cinéma. La thèse est osée, mais comme toutes les thèses, parfaitement effroyable. Nous allons donc, si vous le voulez bien, discuter de la musique par rapport au local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du contenant. Donc aujourd'hui nous allons tout d'abord parler de Godzilla Minus One que j'ai pu voir avec Esteban. C'est un film réalisé par Takashi Yamazaki et avec Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe et Yuki Yamada. Donc ce film va reprendre la genèse de Godzilla et ça se passe au Japon juste après la Seconde Guerre mondiale où on va suivre un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla. Je t'en prie Esteban, quel a été ton ressenti sur ce film? Je m'attendais pas du tout à ça en allant le voir, je pensais que ça allait être un film beaucoup plus orienté action, entre guillemets, puisqu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a gagné ou qu'il a été nominé pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Oui, c'est bien ça, ouais. Il a reçu une nomination aux Oscars prochaines qui vont se dérouler dans quelques semaines. Et justement, ça a été assez incroyable. Et donc, étant donné qu'il y avait cette nomination, je pensais que les effets spéciaux, ça allait prendre une énorme place dans le film. Et donc, il allait y avoir beaucoup de scènes de combat, entre guillemets. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le film, c'était beaucoup plus, j'ai trouvé, orienté sur l'humain que sur le combat spécial, le combat contre Godzilla, entre guillemets. On voit les scènes avec Godzilla, on doit en voir 2 ou 3 dans le film, quelque chose comme ça. Même si c'est des longues scènes, c'est vraiment des scènes. C'est pas ce qu'on attend le plus au final. Ce qu'on attend, c'est vraiment de voir le dénouement des relations humaines et choses comme ça. Et la reconstruction du coup du kamikaze au fur et à mesure. Et c'est ça que je pense que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et justement, je trouve que c'est assez incroyable parce que ça se passe au Japon où a été créé Godzilla juste après la Seconde Guerre mondiale qui a été, rappelons, vraiment un traumatisme. Et on revoit ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui s'est passé à travers Godzilla. Et justement, d'avoir cet aspect plus personnel d'une seule personne, je trouve ça assez, comme tu l'as dit, c'est très très intéressant. Et c'est pas comme l'a pu faire des gros films américains pour vraiment avoir de la baston tout le temps contre Godzilla, alors que là, c'est vraiment un aspect naturel qui va un peu redétruire le Japon. Et du coup, est-ce que ce rapport à la destruction du Japon, il était aussi en partie présent dans les films américains ou c'était complètement effacé? Mais en fait, quand tu regardes sur les derniers films américains et même sur la plupart, même du dernier avec Jean Reno en 95, en fait, c'est que il y avait très peu de. En fait, ça se passait quasiment très peu au Japon déjà. Il y avait un petit peu, on entendait parler un petit peu du Japon, mais déjà ça se passait à des années 80-90, même pour le dernier de Gareth Edwards, ça se passe assez proche de l'heure actuelle. Et en fait, il y a cet aspect du Japon qui est un peu oublié. Et justement, que ça revienne comme ça a été un très bon choix de la part de cette société de production japonaise de vouloir le refaire aux prémices en fait, de l'histoire. Du coup, vous n'avez pas été spécialement étonné par son succès à l'Occident?
Justement, ouais, si on reprend en plus la production et surtout aussi la distribution du film, je sais pas si tu le sais, mais en gros, il a été sorti pendant 2 jours en décembre et en fait, la société de production européenne qui a décidé de l'acheter, aux Japonais a dit: «Bah, en fait, pour le moment, on va le sortir 2 jours parce que, on n'est pas sûr de son succès et on va pouvoir le sortir très rapidement sur les plateformes de streaming». Donc pas du tout voué à être un succès commercial. Ah, clairement pas. Et en fait, ils ont vu le succès commercial critique et spectateur aussi, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a voulu le voir en décembre et qui s'est déplacé au cinéma. Et ils se sont dit, en fait, faut qu'on continue, faut développer ça. Et là, il est sorti pendant 2 semaines juste en janvier, ce qui nous a permis de le voir. Justement, on était très heureux de le savoir. Et, et en fait, après ça, oui, il y a eu un succès colossal, critique, à bouche à oreille assez développé. Et justement, ouais, ça a été une surprise. Parce que quand on regarde les films japonais, c'est assez rare qu'un film japonais avec des grands effets spéciaux prenne autant de place sur la critique, etc. En général, c'est plus les films américains qui ont ce positionnement-là. Exactement, ouais, c'est ça, c'est que c'est des gros blockbusters américains qui vont avoir cette place, alors que là, en fait, on va tomber sur un film avec des très bons effets spéciaux, déjà, nommés quand même, et en fait, qui rivalise complètement avec les derniers blockbusters américains qu'on a pu voir, type Marvel et autres, hein. Et ce qu'on se disait, c'est qu'il y a vraiment un budget qui est un film, c'est l'équivalent de 18 millions de dollars, le budget du film entier. Ah oui, donc ils ont réussi à faire un gros blockbuster avec en plus du sens, ce qui peut manquer aussi dans certaines productions. Souvent dans les blockbusters, ça manque de sens, ça manque d'histoire. Donc là, on est sur un film avec du sens et un budget très petit, ça. En fait, pour comparer, j'ai regardé par exemple le budget de. Comment on appelle ça? De Trois Mousquetaires, et il me semble que c'était dans les 60-70 millions, quoi, quand tu compares. Ah oui, Donc c'est une toute autre échelle. C'est ça, genre tu peux regarder des comédies françaises, ce qu'on va appeler à gros budget, parce que en fait, tu as des grosses stars, mais par contre, malheureusement, derrière, il n'y a pas autant d'histoire qui est développée. Ça va taper sur les 15-20 millions. Type Bienvenue chez les Ch'tis, ça dépasse les 10 millions d'euros de budget. Ouais, ça pique. Ça pique. Quand tu dis que des Japonais font ça, tu te dis, mais en fait, on peut avoir en France, dans d'autres pays, des films avec des histoires, des effets spéciaux assez développés. Ouais, ça peut encourager les autres là, avec, entre guillemets, le budget n'est pas une excuse valable pour ne pas faire un très bon film. Rarement, mais c'est un débat très important et très intéressant. Mais en fait, on peut prendre l'exemple du Règne animal, qui est un film français qui est sorti en septembre. En fait, il y a eu, je crois que il n'a pas coûté très très cher, mais en fait, il y a des effets spéciaux très beaux, il y a une histoire derrière, en fait. C'est fantastique, un peu social, et c'est ce que devrait être le minimum d'un film, en fait, je pense. D'accord. Ensuite, j'aimerais bien parler des acteurs. Ça reprend un peu le jeu japonais, mais pas trop surjoué, je trouve, pour la plupart des acteurs. Et malgré quelques-uns, c'est assez bien joué, voire très bien joué. On s'attache au personnage très rapidement. Il y a certains personnages comme la voisine du kamikaze qui, au début, m'a pas trop plu, mais au fur et à mesure, m'a pris par les tripes. Et j'ai trouvé son jeu excellent. Et aussi, on peut retrouver le docteur que j'ai adoré, hein, clairement. Et moi, en fait, je suis venu regarder le film parce qu'il m'intéressait au niveau de l'histoire et que j'aimais les histoires de Godzilla et que j'avais vu les critiques vraiment positives. Et je connaissais pas tout ce que tu dis par rapport au jeu d'acteur japonais en l'occurrence. Et ça m'a absolument pas choqué du tout. J'ai vu ça j'ai vu aucune notion de surjoue, quelque chose comme ça dans le film. Et je suis d'accord avec toi sur l'attachement au personnage, la voisine au début que je pense que beaucoup détestaient quand le personnage est rentré chez lui. Et pareil, le docteur qui devient super stylé au fur et à mesure du film, dès qu'on comprend qui il est vraiment, Ah c'est oui, vraiment bien fait et bien amené, je trouve. Parce que c'est quelque chose qu'on avait compris qu'il avait un rôle un peu spécial, et pas à ce point-là, qui n'était pas si important, et c'était vraiment très intéressant, je trouve, très stylé à regarder. ouais, totalement. Vite fait pour Hanzo, en fait, en gros, c'est un kamikaze qui n'a pas réussi à faire son travail, très clairement. Et quand il revient et que la voisine le remarque et comprend qu'il n'a pas fait son travail dans la guerre, Elle le rejette. voilà, exactement, elle le rejette. Elle dit que si le Japon est comme ça, c'est de sa faute. Et il va être clairement tout seul pendant la majeure partie du film. Notion de sacrifice qu'on n'a pas spécialement dans les armées occidentales, clairement. Exactement, C'est ça. c'est ça. Mais du coup, ce que j'avais noté, c'est que j'avais bien aimé que dans le film, ce soit pas
Contrairement à plein de films américains où en fait le perso principal c'est un héros qui va sauver la nation. Là, c'est un mec en fait qui est rongé et qui veut y aller. Il veut pas aller sauver la nation pour être le plus beau, pour être le plus fort, pour être considéré comme un héros. Il veut juste y aller parce qu'il considère que c'est son devoir, quoi. Il va combattre Godzilla parce qu'il considère que c'est son devoir, étant donné qu'il l'a pas fait pendant la guerre, entre guillemets, et qu'on voit juste quelqu'un de rongé par quelque chose qu'il a fait dans le passé, qui doit juste essayer de corriger en combattant Godzilla, entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant, cette notion de pas, c'est pas juste un héros, un gars trop stylé, trop fort, qui va combattre. Ah oui, totalement, en fait, il va tenter, psychologiquement, il est très atteint et en fait, il va tenter de se reconstruire au fur et à mesure. Et quand bien même il va se passer des choses incroyables dans sa vie, il va toujours penser à Godzilla. Il va se dire, mais en fait, dès que je le vois, il se passe un truc, je me sens pas bien, faut que j'y aille, quoi. Et en fait, c'est ça au fur et à mesure de l'histoire et c'est très bien amené aussi. Du coup, est-ce qu'au début du film, vous aimez le héros, enfin, vous avez de la sympathie pour le personnage ou pas? La façon dont la première scène principale, où on comprend pourquoi il est rongé, est amenée, on a de la sympathie parce que c'est quand même tourné en mode on est du côté du personnage, on comprend ses actions. Je pense qu'aucun de nous aurait fait autre chose. Enfin, il est rongé par la peur dans ce qui lui arrive, donc il n'aurait pas pu faire autre chose, entre guillemets. Donc franchement, on a de la sympathie, perso, j'ai eu de la sympathie directement dès le début. Ah oui, très clairement, en fait, t'es directement à ses côtés. Et bah, moi, je pense que clairement, j'aurais la frousse à être à la guerre. Il a déjà fait beaucoup plus que nous, je pense. C'est ça. Et en fait, Clairement. surtout, ils te disent que le mec était vraiment très fort en simulation de vol et qu'il aurait pu être un très grand guerrier, mais en fait, ben, t'as pas que toi devant une simulation, mais t'as toi devant tes actes. Et en fait, tu te projettes très rapidement avec lui sur tout ce qu'il a pu vivre, en fait. Donc ces sentiments sont crédibles, on va dire. Ah Oui, oui, clairement. mais totalement. Et en fait, c'est qu'on le voit dans la société japonaise, où il a pas fait son action, donc on sent que c'est très japonais aussi. T'as pas fait ça, t'as le sens du devoir, entre guillemets, japonais. Où il faut que tu réalises ton devoir, ce pourquoi t'as été dans une mission, quoi. Et on sent vraiment ça, pour le coup, on n'aurait pas pu, je pense que dans un film un peu différent, américain, chose comme ça aurait eu un autre sens, ça aurait été un peu plus difficile à comprendre. Ouais. Mais là, dans la société, du coup, japonaise, ça a vraiment du sens et c'était bien amené. Ouais, surtout même pour ceux qui n'ont peut-être pas la connaissance de comment est régie la société japonaise, tu te rends compte très rapidement que son acte n'a pas ce que tout le reste des Japonais va accepter en fait. Et justement, c'était très bien amené, encore une fois. Donc pour conclure, Godzilla, c'est un film qu'on a vraiment apprécié, voire même adoré autour de la table. Un dernier mot, Esteban? C'était un très très bon film. J'ai beaucoup aimé et j'avoue que je suis pressé qu'il sorte sur les plateformes où je puisse le revoir. Parce que j'aimerais bien du coup le re-regarder, le faire regarder à mes parents. Parce que je pense que je suis quasiment sûr que mon père a adoré aussi le film. Ah ben ouais, trop bien. Bah, j'avoue, ouais, c'est un bon moyen de donner l'envie à tout le monde de pouvoir voir d'autres films que les films français ou américains. Ouais. Parfait. Là, petit aparté, je vais vous parler des Chambres Rouges, qui est un film québécois qui est sorti le 14 janvier en salle. Il a été réalisé par Pascal Plante et au casting, on va retrouver Juliette Gariepi, Laurie Fortin-Bapin et Elisabeth Leca. Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de 3 chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non coupable, monsieur le juge. Tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans 3 semaines, ouais. Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau? J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit. Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges. Je l'entends de voir ça, on entend ça. Non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça? Donc, très rapidement, en fait, ce sont 2 jeunes femmes qui vont se réveiller chaque matin aux portes d'un palais de justice à Montréal pour assister à un procès d'un tueur en série. Les 2 femmes sont obsédées, en fait, et ce tueur en série faisait partie d'un réseau de chambres rouges. Tout d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, je me trompe peut-être. Est-ce que c'est tiré du Darknet où en gros des gens peuvent. En gros, de ce que je me souviens, tu as une salle rouge. En gros, une salle où tu peux payer et demander à ce qu'une personne subisse des sévices corporels et toutes sortes de tortures. Ouais, c'est genre, il y a une salle avec une personne dedans. Toi, t'es genre à un comptoir et tu payes genre 10 balles
La meuf se fait fouetter, un truc comme ça. C'est ça, sur internet, ouais, tu peux payer, tu peux dire bah enlève-lui les ongles. Ça existe en vrai ça Bah, personnellement, j'en ai jamais vu, mais j'ai souvent entendu cette légende de salle rouge, de chambre rouge. Ok. Ouais, ça existe donc sur le Darknet. Je savais pas ce que c'était avant d'aller voir le film et je veux pas savoir en fait, clairement. Je connaissais pas du tout. Je t'enverrai un lien. Let's go. Non, mais du coup, en gros, il manque une vidéo qui va permettre de vraiment statuer sur le meurtrier si c'est bien lui. Et en fait, on va suivre ces deux jeunes femmes qui sont quasiment amoureuses de ce mec. Et vraiment, comme on le voit, on peut se dire c'est juste un petit thriller, mais pas du tout, c'est quasiment horrifique, voir ça aller. Il y a des scènes qui m'ont traumatisé. Vraiment, je pouvais quasiment... Enfin, je pouvais pas écouter la scène. En fait, on va juste entendre les cris de la jeune fille. Et c'était effrayant. Mais en fait, les acteurs se jouent très très bien. Les actrices, surtout l'actrice principale, Juliette Gariepi, qui au début nous semble tout à fait normale, un petit peu trop obsédée, mais pas tellement. Et ensuite, vraiment, elle commence à nous faire flipper. Elle a des actions, des envies qui m'ont fait très peur. Vis-à-vis du entre guillemets meurtrier, celui qui a accusé. Ouais, du meurtrier, ouais. Et elle aimerait être cette jeune fille. Enfin, on sait pas. Il y a la jeune fille qui est morte, du coup. Ouais, il y a un système d'identification qui est assez effrayante. Et parce que le son suffisait à effrayer du coup dans le film. Je crois que tu disais qu'il n'y avait pas d'image choquante. Il n'y a pas d'image, mais il y a du son. Ouais, c'est ce que tu disais, il n'y a pas de sang du tout. Tu vois pas une goutte de sang dans le film. C'est ça, il y a pas de sang. Et en fait, il y a juste... si, le sang que tu vois, en fait, c'est la chambre rouge de l'écran reflétée sur la peau et le salon du personnage féminin. Et c'est en fait ce seul rouge qui te permet de savoir ce qui s'est passé. Et avec les cris, c'est... Voilà. Et du coup, je ne peux pas trouver de mots, c'est tellement horrifique. La personne qui est jugée, c'est quelqu'un qui était derrière son écran et qui a payé pour infliger des supplices à... C'est celui qui a fait les supplices. Donc celui qui a, entre guillemets, obéi à quelqu'un qui payait. Un petit peu, ouais. Ok. Et du coup, les deux femmes qui sont, obsédées par le meurtrier, c'était quoi? C'était des clientes de la chambre rouge ou juste... Non, c'était juste des... En fait, il y en a pas mal, genre... Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, ça existe même dans la vie réelle. En gros, c'est des personnes qui pensent que c'est des personnes innocentes qui vont être jugées, en fait. Et qui se disent que, en fait, le mec, il a rien fait. Genre, elles sont persuadées dans leur tête qu'il est innocent. Voilà. Mais c'est genre une pensée ou c'est genre une pathologie dans leur tête, c'est innocent? On a l'exemple récemment avec Nordal Lelandais. Typiquement, il y a pas mal de femmes qui ont exprimé leur désir de le rencontrer, de fonder une famille, de faire des enfants avec elle. J'ai vu certains reportages qui disaient que ça pouvait être considéré comme une pathologie, en fait. Aussi d'être attiré par l'interdit, par le criminel, par le sombre, tout simplement. Ok. Il y a vraiment beaucoup de femmes, enfin beaucoup. En tout cas, la majorité des meurtriers ont souvent reçu... Des fans, ouais. Les tueurs en série reçoivent souvent des lettres d'amour de la part de femmes, ouais. Ce qui est très troublant. Putain, ok. Et même, tu peux le voir, tu as la série Dahmer qui est sortie l'année dernière. C'était choquant. Ouais, en fait, tu as beaucoup de personnes, tu as de plus en plus de films, de séries qui vont parler de tueurs en série. Donc, c'est pas seulement des personnes, mais même quasiment la société qui se transforme. Et justement, cette réflexion qu'on peut avoir, en fait, il y a la réflexion vis-à-vis de la personne qui va être obsédée. Et en fait, les deux jeunes femmes vont avoir des parcours différents. Très rapidement, la seconde va se dire, en fait, ce mec est totalement taré, en fait. Elle va avoir une prise de conscience au bout d'un moment, ce que l'autre ne va pas avoir, et elle va aller dans les profondeurs, clairement, d'une pathologie. Ok. Et vraiment, il y a eu pas mal de publicité sur ce film, mais je trouve pas suffisamment. Il mérite beaucoup plus de visibilité, et si vous n'avez pas trop peur, je vous le conseille. Ouais, comme tu dis, à l'instar d'un Dahmer où cette œuvre a souvent été problématique parce que, selon certains, elle idolâtrait justement les criminels et donnait même parfois une image entre guillemets sexy et alléchante du tueur en série, ce qui peut être considéré comme très grave de montrer ça dans une œuvre d'art, même si ça reste de l'art, bien sûr. Exactement.
Et du coup, tu peux considérer ce film comme un peu un film d'horreur ou pas? Parce que je déteste les films d'horreur, donc là, le film que tu me décris, je suis curieux de le voir. Mais si c'est un truc qui me fait vraiment peur premier degré, j'ai peur de ce qu'il y a derrière dans mon salon, ça m'intéresse pas, tu vois. Premier degré, il fait peur. Ok. Voilà. Mais tout autour, c'est très intéressant. Déjà, dès la première scène, t'as envie d'en savoir plus. Parce que tu vas voir la procureure qui va t'expliquer tout ce qui se passe. Très rapidement, tu sais qui sont les personnes et ce qui va se passer. Les enjeux du film. Ok. Et dans une scène qui était tournée en une seule prise et en plan séquence, dans un tribunal, je trouve ça déjà assez fou, vu comment c'est exigu et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et tu dis, ok, d'accord, c'est ça ce qui va se passer. Donc, tu continues, tu regardes tout et c'est vraiment la fin où ça te prend par les tripes. Ok. Mais même si ça fait un peu peur. Bon, après, pas aussi peur de regarder à tous les coins de rue et même sous ton lit, quoi. Tu ressentais plus un malaise qu'une peur. Ouais, c'est c'est peut-être ça. Ok. Voilà, donc gros conseil de le voir dès qu'il sort sur les plateformes, Les Chambres Rouges. Je vous le conseille vivement. Et bah, ça donne envie, clairement. Ouais. Parfait. Donc maintenant, on va parler de Iron Claw, qui est un film que je suis allé voir avec Enzo, qui a été réalisé par Sean Durkin avec Zac Efron, Harry Dickinson, Jeremy Allen White, Lily James. Now, we all know Carrie's my favorite, then Kev's, then David, then Mike. But the rankings can always change. Somebody called me from over at ESPN. Everything we have ever worked for is riding on this moment. Yes, sir. I will make you so proud. I just love being out there with you guys. You have oldest brother syndrome. Woo! You want to take care of everyone. Hey, you okay? Yeah. Our greatness will be measured by our response to adversity. We survived this before, we can do it again. Feel that? Feel that? That's pressure. Is there a problem? No, sir. Donc tout d'abord, j'aimerais faire une petite intro et dire les mots que Enzo m'a dit juste avant d'entrer dans la salle. Tu m'envoies voir un film de catch? C'est ça. On est d'accord. C'est les premiers mots que je me suis dit quand tu m'as expliqué un petit peu le scénario du film. En plus, mais ça je pense que c'est un cliché que j'avais en tête et qui a été assez vite déconstruit. Je me suis dit qu'aller voir un film avec Zac Efron allait forcément être un film un petit peu neuneux. Voilà, je le dirais comme ça. Et je me suis vraiment trompé. Au tout début du film, je me suis dit, bon, ça va être un film classique. Le héros a un objectif, être le plus grand champion de catch du monde, enfin en tout cas de sa compétition. Mais au final, on voit que le film va beaucoup plus loin. On s'approche beaucoup plus d'un film qui parle de sentiments, de relations à la famille, aussi de la position de la femme. Et ouais, et en fait, juste pour revenir, donc Iron Claw, c'est un film qui va parler des frères Von Irish, qui ont été très importants dans l'histoire du catch dans les années 80. Et en fait, ils ont été entraînés par un père qui a été lui-même catcheur pendant sa jeunesse. Et en fait, c'est surtout un film qui a été produit par la société A24, qui est une très grande société de films type indépendant, qui a sorti de très très beaux films. Je t'ai coupé, pardon. Non, c'est normal. Il faut remettre un petit peu de contexte. Donc voilà, je m'attendais vraiment à un film classique. Le héros a un objectif, il l'atteint, tout finit bien, 2-3 drames au milieu. Et au final, non, le film va beaucoup plus loin. Il y a très peu de moments dans le film où je me suis dit c'est un petit peu creux, où il y a 15 minutes de trop, comme j'ai pu le ressentir sur certains films. Vraiment un bon film, des mises en scène vraiment appuyées. Je regrette un petit peu que sur certains personnages, on n'est pas assez creusé.
Il y a notamment un des frères de cette fratrie qui est un ancien sportif, enfin en tout cas quelqu'un qui se préparait pour les Jeux Olympiques. Donc ce personnage, lui, se met dans l'entreprise familiale pour faire du catch, de la compétition. Et je trouve que ce personnage, on l'a pas assez creusé, en tout cas, qu'il est resté assez... Je l'ai plus vu comme une coquille vide en termes de sentiments, même si le personnage dans l'histoire est froid et n'est pas très expressif. J'ai vraiment... Je me suis dit que sur certains personnages, on aurait pu creuser un peu plus, quitte à allonger un petit peu le film. Je pense notamment, je sais pas si tu vois, l'enfant qui est fan de musique. Notamment lui, je pense que ça aurait pu être pas mal. Oui, en fait, c'est quand même 4 frères dont on va devoir parler. Ça prend beaucoup de temps. Et oui, le frère joué par Jeremy Allen White, on le voit assez rapidement d'où il vient. Et en fait, donc, après les JO avortés, il va devoir revenir dans le ring et accompagner ses 2 frères. Et en fait, très rapidement, il va avoir un accident et on va même quasiment l'oublier pendant une partie du film, mais ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais ouais, il y a 4 frères à parler, plus les parents. Ça fait beaucoup. C'est ça. Mais du coup, aussi, justement pour rebalancer, c'est un point positif que je trouve, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages qui ont une vraie importance, je trouve que, je pense qu'on peut le dire sans spoil, il y a des drames qui arrivent aux membres de la famille. Et justement, ces drames viennent d'autant plus, je trouve, sont très crus. Et étant donné que des fois on passe vite sur un personnage, on a l'impression qu'on voit la vie d'un personnage qui passe à une vitesse folle. Et je trouve que ça rend encore plus, comment dire, ça accentue la violence du drame qui tombe sur la famille. Et c'est vraiment, pour la famille, un coup de massue après l'autre. Et je trouve que c'était vraiment pesant à tenir. Et c'est ce qui rendait pour moi le film, enfin, pour moi c'est pour ça que le film faisait ressentir des émotions, clairement. Voilà, c'est aussi cette violence qui se ressentait. Mais j'aurais bien parlé justement de la mère qui après tous ces drames, je sais pas comment elle fait pour continuer. Enfin, il y a une scène qui est, je trouve, incroyable quand elle choisit sa robe pour, on va le dire, mais un enterrement. Et elle n'y arrive pas en fait. Elle veut vraiment pas y aller. Elle est au bout du rouleau, si ce n'est plus. Et elle a vraiment une force. Et déjà d'avoir vécu tout ça, d'avoir laissé en plan. Enfin, elle était derrière son mari juste avant, avec ses enfants, etc. Et elle est vraiment forte. Et je trouve qu'il y a 2 types de féminité derrière tout ça. Derrière c'est la mère et derrière la femme de Zac Efron qui est jouée par Lily James. Donc d'un côté on a la mère qui est jouée par Maura Tierney qui va en fait mettre toute sa vie un petit peu quasiment de côté. Elle va être une femme au foyer qui va tenter d'être la plus proche de ses enfants, les aider. Alors que de l'autre côté on a Lily James donc, qui joue Pam, qui est très comment dire une femme forte et indépendante, on peut dire. Ouais, exactement, elle est avenante. C'est elle qui va aller voir Zac Efron au début, donc Kevin Von Erich, qui va aller voir le catcheur, qui va lui dire qu'elle lui plaît, etc. Et il y a une belle différence entre les deux, mais c'est 2 femmes fortes qui... Mais, tu vois, en voyant la scène, de voir vraiment les 2 côte à côte, donc typiquement la jeune et la plus âgée, pour moi, c'était limite un avertissement pour la jeune femme, du coup. Fais attention, la vie passe vite, tu peux vite devenir, finir femme au foyer et passer après tout le reste. C'est un truc qui m'a encore plus choqué, c'est quand, en gros, justement, la mère qui se prépare pour l'enterrement d'un des proches, la première chose qu'elle se dit, c'est qu'elle ne peut pas porter une robe parce qu'elle l'avait déjà portée à un autre événement terrible. Et la première pensée qui lui vient, c'est, entre guillemets, qu'est-ce que vont penser les gens, quelle image je vais renvoyer, comme si elle était responsable de l'image et du statut de sa famille. Et je trouve que c'était très lourd et ça se ressentait vraiment, parce qu'elle n'a pas dit spécialement qu'elle avait peur de l'image qui renvoyait les autres, mais ça se ressentait tellement au niveau de l'image. Je trouvais cette scène très, très pesante. Je sais qu'elle t'a pas mal touché, cette scène. Ouais. Bah, il a fallu attendre quand même mi-janvier pour avoir les premières larmes de Mathieu, donc bon, ouais. C'est beau. Les premières larmes de l'année dans le film. Ouais.
Ah, c'est quand même quelques semaines, ça fait beaucoup. D'habitude, c'est très rapide, mais bon. Moi, j'ai pas pleuré. Toi, t'es un vrai bonhomme. Et justement, en parlant de bonhomme, on peut parler de masculinité dans ce film. En fait, c'est quand même des catcheurs. C'est une masculinité très forte. On le voit même à travers les adversaires qui tentent de montrer leurs biceps, leurs gros muscles, de montrer qu'ils sont... on peut parler de différents... De Ric Flair, par exemple, qui va montrer qui il est, qu'il a beaucoup d'argent, qu'il est très fort, etc. À comparer des autres qui ont une sensibilité différente, et même de Kevin, donc joué par Zac Efron, qui, au fur et à mesure, va vouloir délaisser ce sport pour se rapprocher de sa famille. C'est ça, et puis un rapport qui est présent vraiment 24 heures sur 24, c'est-à-dire que vous vous levez le matin pour les petits déjeuners, on va remarquer si votre biceps est plus grand que la veille, enfin voilà, c'est vraiment, ça s'arrête pas à l'extérieur à montrer au monde qu'on est fort, déterminé et puissant, c'est même au sein de sa famille, on est censé être, comment dire, le plus soi, le plus intime et le plus en sécurité, on va dire. Ouais, ça te suit partout dans le film, c'est assez troublant. Ouais. On le voit, c'est le père qui va qui va changer de favori au fur et à mesure de l'histoire et va choisir le meilleur tout le temps. Et justement, le père a une présence au sein de la famille qui est quasi effrayante, aussi, encore une fois, hein, mais... Ah oui, non, ça, clairement. il va vouloir que ses enfants fassent mieux que lui tout le temps. Et si tu n'y arrives pas, t'es relégué quasiment. Le père, il avait une carrière de catcheur dans le passé? Oui, justement, ouais. Et du coup, on en vient limite à avoir pitié du père parce qu'il veut justement que ses enfants, vivent ce qu'il n'a pas vécu en fait. Okay, ouais. C'est comme si sa vie s'était arrêtée après sa carrière et qu'il vivait par procuration à travers ses propres enfants. Et il n'y a rien de plus malsain en fait. Ouais, parce que du coup, il leur met une pression de malade, quoi. Alors que ça se trouve, c'est même pas ce qu'ils veulent faire. J'en sais rien, j'ai pas vu le film, mais... Notamment, un des enfants n'a pas du tout envie de faire ça et se retrouve quand même sur le partie ring. mêlé à ça. En fait, c'est comme si c'était une épée de Damoclès pour tous les enfants. Ils devront y passer un jour. Okay, ouais. Passion ou pas passion, voilà. Le père a décidé. Et du coup, la fratrie, c'est que des garçons? Il y a quand même des sœurs? Non, il n'y a aucune sœur dans la fratrie? C'est que des garçons. Ouais. Donc ces 4, vous avez dit tout à l'heure? Les 4, ils passent sur le ring c'est ça, ouais. Absolument tous, absolument tous passent par le ring. Et c'est justement ce qui est drôle, bon, pas vraiment drôle, mais c'est que c'est entre guillemets le ring lui-même qui va détruire absolument toute cette belle famille. En fait, on parle vraiment d'une famille unie qui va se prendre des coups de massue l'un après l'autre. Et entre guillemets, tous les cataclysmes qui arrivent dans cette famille sont de loin ou de près liés au catch, et liés à la passion et à la pression du père. Et ça, c'était vraiment... de toute façon, on voit, sans spoiler, en gros, le père, jusqu'à la fin, il n'y aura pas de remise en question. Et ça, j'étais étonné, justement. Moi, je m'attendais à un retournement de situation, quelque chose comme ça, une sorte de bonne morale, tu vois. Et en fait, la bonne morale se passe par le frère qui est joué par Zac Efron, qui va prendre conscience de tout ça et qui va décider de totalement changer à la fin. Oui, notamment, oui, je vois très bien la scène. Mais même le père, du coup, comme tu dis, ne se remet jamais en question, même à la fin. À la fin, du coup, c'est Zac Efron, à travers son personnage, qui va parce qu'on sent que résolver le problème. Quoi. On sent que Zac Efron est, comment dire, plutôt conscient assez vite. Ça prend du temps, certes, mais on sent qu'il est quand même conscient assez vite des problèmes et de ce qu'est pour lui une vie, un bon objectif de vie, clairement. Okay. Et pour le père, non, ouais, vraiment. Pourtant, les membres de la famille essaient de lui expliquer. Mais à aucun moment, enfin en tout cas j'ai pas eu l'impression qu'on sent un déclic chez le père. Non, il n'est pas vraiment, malheureusement. Oui, donc voilà, en fait, moi en réalisant vite fait le film, j'avais compris que c'était juste une histoire de catch. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus une histoire de famille qu'au final que de sport, entre guillemets. C'est ça, c'est pour ça que j'avais un très mauvais a priori sur le film, avant d'entrer dans la salle, justement. Mais non, le film est un peu plus profond que ça, quand même. Et il y a autre chose que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est... Alors on sait tous que le catch c'est forcément quelque chose de spectaculaire, c'est un show, c'est faux, c'est répété, mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire en sorte que le spectateur, même s'il est au courant que le catch c'est faux, à rendre des scènes très réalistes, notamment au tout début du film où on voit le père se battre, et vraiment on est là, il y a une tension, je trouve que les effets sonores sont vraiment très brutals,
Et sur le coup, je pensais plus du tout que c'était du catch. J'étais plus du tout dedans et toujours un peu partagé dans est-ce que c'est vraiment une répétition, est-ce que c'est vraiment faux ou est-ce qu'il y a un combat réel devant mes yeux. Ouais, c'est ça. On voit même certaines scènes, il y a même certains coups qu'on ressent, ce qui est un peu étrange pour du catch. Et même, il y a une scène qui m'a fait un peu rire, c'est que juste avant de rentrer sur le ring, avec leurs adversaires, ils se disent, bon, en fait, du coup, il va se passer ça, ça et ça. C'est un peu grossier, ils savent à peu près comment ça va se passer, mais ils connaissent pas les coups qui vont être portés. Donc c'est ça qui était un peu saugrenu même. Et j'aimerais parler aussi d'une scène qui est assez, en fait, en termes de vie, enfin d'image, qui m'a choqué. Après, les scènes de catch sont assez bien travaillées, mais c'est surtout une scène qui montre la tension de toute cette famille autour de Zac Efron quand il va en fait aller dans le ring, aller de corde en corde, et cela de plus en plus vite. Ça veut dire quoi d'aller de corde en corde? En gros, il va d'une corde à l'autre, il va tenter d'aller le plus vite possible d'un bord à l'autre. En fait, il va prendre de l'élan à chaque fois. De se reposer sur les cordes pour prendre de la vitesse. Ah oui. Un peu comme un yo-yo, voilà, et ça fait ça sur le ring. Souvent, ils font ça pour mettre un coup. Pour mettre un coup, mais là c'était totalement différent. Tu vois juste de dos sur un plan fixe et ça montre toute la tension et même l'envie de Zac Efron d'aller encore plus loin. Et je l'ai trouvé vraiment incroyable, très belle. J'ai ressenti cette tension familiale, de cette envie d'être toujours le meilleur, de se surpasser quand bien même c'est pas ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est vrai, ça je suis d'accord, on sent vraiment une montée en colère. Moi, il y avait juste vraiment une scène que j'ai vraiment aimé. C'était en gros c'était après un événement très gratifiant pour la famille. Il y a un moment dans le film où en gros le personnage principal donc joué par Zac Efron gagne la compétition de catch et du coup réalise entre guillemets le rêve de son père et le rêve de toute la famille. Et juste après cette scène, on a un plan où, après la victoire, après la fête, on a un plan où, sur un champ avec un soleil, un grand soleil et un plan très calme. Aucun son, aucun mouvement, vraiment le calme plat. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment dit, bon, l'objectif du film, en tout cas l'objectif des personnages du film, c'était vraiment pas de gagner. Parce qu'ils viennent de gagner, ils viennent de, entre guillemets, sauver l'honneur familial qui devait être défendu par le père depuis des années. Au final, tout ça est balayé parce que derrière, il ne se passe rien. On voit vraiment un plan fixe, comme si, quoi que les personnages auraient fait par rapport au cash, quel que soit le prix qu'ils auraient gagné, ça n'aurait rien changé. Et en plus, cette scène-là, elle vient vraiment après les drames que la famille a subis. Et on passe vraiment d'une victoire au néant, au vide. Entre guillemets, tout ça n'a servi à rien. On peut le voir aussi avec le frère David Van Eyricht, qui est joué par Harris Dickinson. Petit disclaimer, c'est un acteur que je suis un petit peu de plus en plus, malgré son film Sans filtre, qui a reçu une Palme d'Or en 2022. Je le trouve très bon, et en gros, ce frère a gagné lui aussi, et va devoir aller dans une... en fait, quand bien même il a gagné, il va devoir aller dans une tournée au Japon pour être encore le meilleur, au fur et à mesure, en fait. Même si tu as réussi un truc, c'est pas suffisant, il faut que tu continues. Oui, donc il réussit le championnat américain, il doit aller faire les autres championnats pour se faire connaître dans le monde entier, quoi. Voilà, le rêve du père n'aura pas suffi, en fait. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Un dernier mot, Enzo? Très bon film. Et ne jugez pas un film parce qu'il y a Zac Efron à l'affiche. C'est une belle conclusion. Effectivement, il est vraiment très bien. On a beaucoup apprécié autour de la table. Donc c'est la fin des films qu'on a pu voir au cinéma. Tout d'abord, Enzo, qu'as-tu pensé de Godzilla Minus One et veux-tu aller le voir? Alors la petite discussion que vous avez tous les deux m'a vraiment donné envie de le voir. Surtout que c'est un film qui a été fait par les Japonais. Et moi, la seule expérience que j'ai eue avec Godzilla, c'était par des films du coup américains. Et j'aimerais bien du coup voir la différence et voir un blockbuster où, comment dire, qui va vraiment me démontrer, me montrer l'image que Godzilla a vraiment pour le peuple qu'il a créé.
Ok, très très bien. Et de ton côté, Esteban, veux-tu aller voir Iron Claw? Ouais, ça m'intéresse assez bien d'aller le voir parce que du coup, à première vue, j'avais plus ou moins le même a priori que Enzo. Sur, bon, moi, Zac Efron ou pas, je m'en fiche un peu, j'avoue. Mais sur un film de catch, c'est pas forcément ce qui m'intéresse particulièrement. Et donc, je prends le disclaimer d'Enzo, la petite note de fin qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et d'aller regarder le film malgré tout parce qu'apparemment, il a l'air très cool d'après votre discussion. Parfait. Donc, on tourne cette discussion sur les films de cinéma et maintenant, on va parler d'un film qu'on a pu voir sur les sites de streaming. Plat. Pourquoi pas un fruit de bédégu? Non, je crois pas. Non? Tu veux pas un fruit de bédégu? Ah, c'est bon d'être chez soi. Donc, cette semaine, nous allons parler des Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui a été réalisé par Martin Bourboulon. Et donc, on peut trouver un gros casting avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Thieu Marmaille et Eva Green. M'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit. Tout d'abord, Esteban, je commence par toi parce que c'est toi qui nous as proposé ce film. Qu'en as-tu pensé? Alors, je vais pas spoiler l'avis des deux autres, mais je suis seul avec mon avis. Moi, franchement, ce film, je l'ai bien aimé. J'avais qu'on appelle ça Les Trois Mousquetaires. C'est une histoire que je connais, parce qu'on l'entend depuis qu'on est petit, entre guillemets, mais j'avais jamais vraiment vu de film à ce niveau-là. Et je trouve que la production était bien. Ce que j'ai noté, je l'ai revu hier soir pour être à jour pour aujourd'hui. C'est au niveau des décors et des costumes, tout est vraiment impeccable, je trouve. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, où ça m'a sorti du film. Donc franchement, même au niveau de l'histoire, tout allait très très vite. C'est une petite note que j'ai prise qui est un peu négative. Mais je me suis laissé guider et je trouvais que l'histoire était quand même assez riche et bien amenée. Donc perso, j'ai un avis assez positif sur le film parce qu'effectivement, en discutant avec surtout toi Mathieu, j'ai vu quelques points noirs en le regardant hier soir, mais mon avis reste quand même plutôt positif sur le film et j'ai quand même bien aimé. Trop bien, voilà. Parfait. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, c'est un avis très mitigé qui en est ressorti. Enzo, très rapidement. Alors, comment dire? Je trouve le film potable. Voilà, je trouve que le film se regarde, mais il y a quand même beaucoup de points qui m'ont dérangé et qui, pour moi, ont rendu le film, à mon sens mauvais. Notamment sur l'histoire. Alors, tu dis que l'histoire s'enchaîne très vite. Alors, je suis plutôt d'accord. Mais moi, c'est surtout l'interconnexion des personnages. Au tout début, quand il rencontre les Trois Mousquetaires. Alors, déjà, comment il rencontre les Trois Mousquetaires? Hasard de dingue. Et que, comme par hasard, il aille louer une chambre et qu'il la loue à la servante de la reine. Que, comme par hasard, celle qui a été mise dans le lit d'Athos, comme par hasard, c'est une comtesse. Enfin, j'ai l'impression que vraiment l'histoire tient à vraiment un film, alors que dans beaucoup de films, c'est le cas. Mais non, on peut spoiler, d'accord. Mais voilà, je trouve vraiment que l'histoire tient à un film. Mais dans beaucoup de films, ça me dérange pas. Mais là, j'ai l'impression que le film, ils ont quand même essayé de faire une histoire. Tu vois, à la limite, j'aurais beaucoup plus compris un film où c'est que de l'action, des mousquetaires très, très stylés, très spectaculaires, et que l'histoire soit remise au second plan. Là, j'ai l'impression qu'on a à la fois essayé de mettre l'histoire au premier plan, mais sans mettre l'effort de faire une histoire intéressante. Et on n'a pratiquement aucune information sur les Trois Mousquetaires de base. C'est-à-dire que, personnellement, moi, je connais que très peu l'histoire des mousquetaires, et j'étais un peu perdu en mode de... Qui sont ces trois personnages? Comment se connaissent-ils? Est-ce qu'ils ont une histoire? On parle très peu de leur fait de guerre, on en parle vite fait lors du procès d'Athos, notamment. Mais je trouve vraiment que ça manquait de matière
Pourtant, le film dure 2 heures, si je me souviens bien. Exactement. Et j'étais vraiment étonné qu'en 2 heures, on n'ait pas pu faire une histoire un peu plus consistante. Et pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tout s'enchaîne par hasard. Il y a des beaux hasards qui font que toute l'histoire s'enchaîne très bien. Surtout sur la partie où Athos est en prison, où il y a le procès d'Athos plutôt, et qu'ils doivent trouver une solution pour le libérer. Donc la femme c'est la femme qui a essayé de tuer D'Artagnan au début. Ils vont retrouver le mec, qui retrouve la bague, il arrive chez la dame. Il récupère, la dame lui dit non, c'est pas la bague, elle vient de mon beau-frère ou quelque chose comme ça. Comme par hasard, il voit quelqu'un dans un escalier. C'est ça, il monte dans l'escalier. Voilà. Il y a beaucoup de comme par hasard. Mais je suis d'accord que ça peut être un peu déroutant, entre guillemets, mais ça m'a pas sorti du film. Oui, après, c'est un film, hein, c'est normal que ça arrive tout par hasard, mais là, c'est un peu trop à certains moments. Effectivement. Et même. Alors, les combats, le tout premier vrai combat qu'on voit au moment où D'Artagnan part pour se battre en duel avec ses 3 mousquetaires, justement, par hasard également. Le tout premier combat, au tout début, je me suis dit, bon, les combats vont être assez spectaculaires, assez bien mis en scène. Et puis très vite, j'ai été sorti du combat et limite, les combats me faisaient un petit peu rigoler parce que des fois, les voltiges, typiquement... quelqu'un court vers D'Artagnan. D'Artagnan met sa main comme une corde à linge pour l'arrêter. L'ennemi s'envole. Il n'était même pas sur un cheval ou quoi que ce soit. Vraiment, je me suis dit, mais qui a fait la chorégraphie des combats? Et vraiment, ça m'a complètement sorti du combat. J'étais plus du tout dans l'action et j'étais ailleurs. J'allais plus rigoler, en fait, de la mise en scène. Et je pense pas que c'était voulu. Je pense pas que c'était voulu de la part des réalisateurs. Pour le coup, moi, c'est l'inverse. Tu vois, j'ai pas fait trop attention à ce que tu dis comme problème de chorégraphie. Je trouve que les chorégraphies sont quand même plutôt bien réalisées. Il y a eu un gros travail de la part des acteurs d'apprendre à manier l'épée, à se battre, et on peut le retrouver directement à l'écran. Et je trouve ça assez beau de voir cette implication, ce qui est un peu normal des acteurs, mais vraiment poussée, et qu'on peut voir au cinéma comme ça, surtout sur un film français. Et ce que je veux dire aussi sur les combats, c'est que c'est une caméra à l'épaule. C'est horrible. Enfin, perso, je comprenais pas le combat. Ils ont passé d'un combat à un autre. Si on reprend le premier combat. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ça, du coup. C'est peut-être ça, mais moi, rapidement, j'étais en mode, mais attends, mais il était là, lui, il était là, je sais plus. Ça tremble, je comprends pas. Et je pense que sur un plan séquence traditionnel, ce serait plus lisible. On comprendrait mieux les mouvements. Donc, dommage que la plupart des combats soient à l'épaule. Lors de mon premier visionnage du film, j'avais ressenti un petit peu un malaise pendant le premier combat, mais ça m'avait pas forcément choqué. Et tu m'en avais parlé de cet effet de caméra qui tremble un peu et qui était un peu compliqué à comprendre. Et donc j'ai essayé d'y faire attention hier, et j'ai vu du coup pendant le premier combat quand ils étaient tous les 4 au début du film là, et je pense que c'est ce qui m'avait un peu dérangé, qui m'avait un peu mis dans le malaise durant le premier visionnage, cette caméra, ce mouvement de caméra, tout ça. Et à côté de ça, on peut voir un combat comme alors, je sais pas si vous vous souvenez, du coup, au moment où la reine retrouve Buckingham d'Angleterre, et qu'ils sont dans une sorte de cave, de confessionnal, et à un moment, du coup, il y a un combat rapproché. Donc, il y a un combat en endroit clos. Et là, j'ai trouvé le combat assez fade, et j'étais un peu déçu. Je m'étais dit qu'un combat dans un endroit assez clos aurait pu faire de belles scènes, de l'intensité, quelque chose d'assez brutal. Que peut-être on avait aussi, que vous avez pu ressentir du coup sur le premier combat, même si je pense qu'on n'a pas le même avis sur ce combat-là. Tu vois, je trouvais qu'à contrario, d'une scène de combat à l'autre, on passait vraiment du tout au tout. C'est plus ça qui m'avait... J'ai trouvé ça un peu dommage. Pour moi, le sauvetage de la reine aurait dû être un peu plus... peut-être un peu plus épique, clairement. Okay. Oui, totalement. Mais en fait, ils ont tenté de refaire ce qu'on a pu voir dans des films comme La mémoire dans la peau, même certains Avengers ou Captain America, où ce sont des combats avec une caméra à l'épaule qui va suivre les mouvements. Et malheureusement, certaines fois, et même très souvent, même dans les Avengers, c'est pas beau, tu comprends pas, t'es perdu, tu veux voir un combat, mais en fait, tu passes directement à un autre. Oui. Et c'est ça qui est un peu dommage sur ce choix de caméra. Et dans le combat, il y avait un truc que j'avais bien aimé, que j'avais noté là. Je l'ai noté une seule fois dans le film, mais j'ai bien aimé, c'est quand D'Artagnan est tombé, il a pris un gros choc et il est tombé par terre, et on a tout de suite, le sang s'est bouché, comme si on était dans le personnage de D'Artagnan et qu'on avait les oreilles bouchées comme lui.
Et donc le son était totalement étouffé pendant 5-10 secondes. Puis au fur et à mesure qu'on voyait D'Artagnan se relever, un peu tituber et repartir au combat, le son s'est ouvert. Et cette mise en scène, je sais pas si c'est quelque chose de très récurrent dans les films, mais j'ai trouvé ça vachement bien amené. Ça m'a me remis dedans pour le coup. Ça m'a vraiment. Je me suis dit, oh putain, on est dans D'Artagnan, il vient de tomber, il s'améliore, enfin il remonte combattre et tout ça. Ouais, c'est vrai, ce moment-là est plutôt bien amené. Parce qu'aussi, il y a une chose à préciser. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu au cinéma. Esteban, toi, tu l'as vu hier. Oui, si je l'ai revu hier chez moi, voilà. c'est à ce moment-là que j'ai noté. Peut-être aussi que c'est un film qui a plus sa place à être vu au cinéma. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Alors, très clairement, moi, je pense que tous les films devraient être vus au cinéma. Mais effectivement, c'est un film qui est pour le cinéma. En même temps, c'est Gaumont et Pathé qui l'ont produit avec de fortes sommes pour le réaliser. Il y a une grosse envie de montrer ce que la France peut faire dans des films à gros budget, blockbuster. Et on le remarque directement avec tous les costumes, cette ville qui fait très Moyen-Âge. Et je trouve justement c'est ça qui est bien amené, c'est que la production est quand même assez léchée avec cette envie de montrer quand même en France, on peut le faire. Parce qu'en plus, ils ont vraiment... Ça, c'est vraiment un bon point que j'ai vraiment apprécié pour le coup dans le film. C'est qu'ils ont vraiment réussi à créer une ambiance. La ville est vraiment vivante. On a vraiment l'impression qu'il y a une vie tout autour des personnages. Notamment quand ils se baladent dans les rues de Paris, on sent vraiment une vie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de détails qu'on voit en arrière-plan et qui vraiment te happent dans le film. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça très, très agréable. Effectivement, je suis totalement d'accord. Mais il y a un autre problème derrière, c'est qu'ils veulent peut-être des fois trop montrer. Ils vont dire oui, on se rejoint à Vendôme. C'est là où ils vont faire le premier combat. Ils s'appuient peut-être un peu trop dessus pour montrer que Vendôme, c'était comme ça avant. Voilà, ah oui, peut-être, oui. Ouais, il y a certains points qui m'ont un peu choqué. Détail qui ne nous servira jamais en plus dans le film. Ah mais clairement, à aucun moment c'est intéressant. Et dans des détails, d'ailleurs je veux rebondir dessus, mais dans des détails qui... On se moque un peu, c'est au tout début. Il y a D'Artagnan qui est enterré vivant. À aucun moment, c'est une réelle incidence. Très rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, justement, après qu'il trouve la dague, il y a justement le monsieur qui l'a enterré, qui le voit, qui se dit mais qu'est-ce que c'est ? On s'en moque très rapidement. Ouais, il dit 2-3 phrases par rapport à ça, mais il a un peu peur, il dit j'ai cru que vous étiez mort, et puis après ça s'arrête là, puis il passe à autre chose. Ça m'a pas dérangé personnellement en le revoyant hier soir. Tu m'avais déjà fait la critique, donc j'avais cet aspect là en tête, tu vois. Oui, mais maintenant que tu le dis, si on se faisait enterrer vivant, on réagirait peut-être différemment. Mais je vois pas à quel moment il aurait pu réagir. Aucun moment il se dit j'y retourne pour savoir ce qui s'est passé, me venger. Ouais, un traumatisme même. Ouais. Mais voilà. Et je vois pas trop à quel moment il aurait pu réagir sur ce niveau-là, tu vois. C'est peut-être un aspect psychologique, tu vois, tout autour pendant toute son envie de devenir justement un mousquetaire. Ouais. Parce que quand même, je pense que tu te prends une balle et en plus, tu es enterré vivant. Oui, pour lui, ça paraissait hyper normal. C'est ça, c'est un super... dimanche matin, j'ai fait ça, c'est normal. Voilà, on a quand même l'impression qu'un mousquetaire est censé être assoiffé de justice. Et là, c'est vrai que ça dénote un peu avec le reste du film, où justement, D'Artagnan essaie d'arborer de grandes valeurs, de grands principes. Pourquoi il est parvenu, enfin il a vu clairement une femme et toute une troupe se faire attaquer. Oui, c'est vrai. Il oublie complètement cette histoire. Oui, j'avais pas cette vision là. Comme si ça le concernait pas. Enfin, pour un futur mousquetaire, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Petit point que j'aimerais rajouter, c'est la place du cardinal dans ce film. L'acteur, je trouve qu'il aurait pu mieux jouer, mais au-delà de ça, on comprend pas trop quelles sont ses motivations. Ouais. Ce que j'avais l'impression, enfin, du coup avec les 2 visionnages que j'ai fait, puis j'ai vu le deuxième film, j'ai cru comprendre que le cardinal était bien catholique, mais en fait je comprenais pas ses actions, pourquoi il essayait de faire tomber le roi. Au début j'avais même pas compris à quoi menaient ses actions, donc j'ai compris que maintenant c'était fait pour tomber le roi, je suppose, mais je comprenais pas ses motivations. Et il nous dit au début que des rumeurs circulent comme quoi le cardinal veut prendre la place du roi, et donc je suppose que c'est ce qui se passe réellement. Oui, j'ai trouvé ça assez complexe de vraiment comprendre cette dynamique entre guillemets. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que ça manquait un petit peu de contexte. On a une scène notamment où le roi parle de la Saint-Barthélemy, mais ça arrive absolument une seule fois. On a très peu de contexte sur les enjeux de pouvoir, sur les protestants et les catholiques.
Ouais, j'ai trouvé ça assez dommage et je pense qu'en plus, ça aurait pu être quelque chose de super important, notamment que ça impactait directement la troupe des mousquetaires en tant que groupe. C'est vrai que les mousquetaires, on les a pas vraiment vus en tant que groupe, en tant que milice dans le film. On s'intéresse aux trois mousquetaires, mais je trouve que ça. Enfin, moi, en tout cas, dans l'image inconsciente que j'avais des mousquetaires, j'imaginais vraiment une troupe très unie, des valeurs, des objectifs entre guillemets politiques communs. Et là, j'avais pas l'impression que c'était un groupe. J'ai l'impression que c'était. Alors qu'au contrario, leurs ennemis, du coup, enfin, qui ne sont pas vraiment leurs ennemis dans le film, mais la milice catholique, j'avais vraiment l'impression qu'elle agissait à l'unisson et qu'il y avait un objectif, entre guillemets. Et déjà, les mousquetaires, c'est la milice du roi. Oui. Et effectivement, on ne le voit pas assez comme étant une vraie communauté. Assez rapidement, au tout début, quand D'Artagnan tente de devenir mousquetaire, mais c'est tout. Et justement, aussi avec les protestants, on le voit à la fin, on comprend un petit peu leurs enjeux, leurs volontés, mais c'est très rapide. On va l'entendre un peu plus dans le deuxième volet, mais encore une fois, c'est un peu moins bien amené sur le premier. Et j'ai trouvé ça aussi, c'est un peu un autre sujet, mais la facilité avec laquelle D'Artagnan du coup rentre dans les mousquetaires, entre guillemets. Parce que du coup, il fait le combat, avec le petit combat de début où il est censé se battre contre les trois autres mousquetaires, et finalement il se bat contre les soldats du cardinal. Et ensuite, une fois que ça c'est parti, il quittera plus jamais les trois mousquetaires. Il restera avec eux tout le reste du film. Ouais. Alors qu'il est censé, selon le capitaine, aller à l'école, commencer en bas. Et là, dès qu'il a rejoint la troupe des trois, il les a plus quittés, il est devenu directement, entre guillemets, un membre non officiel du groupe. Et ça m'a un peu perturbé, cette facilité. Une soirée au bar aura suffi. Enfin, on a l'impression que le film se passe en 3 jours. C'est un peu le ressenti que j'ai eu. Ouais. Tout va très vite, les relations vont très vite. Notamment l'histoire d'amour entre Constance et D'Artagnan. Enfin, oh, le forceur. Je pense que cumulé à l'image, ils se sont vus des minutes. Enfin, c'est clairement ça. Mais il est tombé amoureux très rapidement. Il a eu de chance. C'était un peu lunaire. En 10 secondes. Mais au-delà de ça, je trouve que François Civil, alors je l'adore, réellement, je l'adore dans tous ses films, mais là j'ai eu un peu plus de mal. Je trouve que cette envie de reprendre un peu la façon de parler de l'ancien temps ne lui convient pas tellement, ce que je ne trouve pas sur d'autres acteurs. Cassel, ça lui allait très bien par exemple. C'est vrai, ouais, effectivement, sur Cassel, je trouve qu'il jouait très très bien, même Romain Duris. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais il a des fois des moins bien. Et là, ça allait, je trouve qu'il fait ce qu'il faisait. Déjà, c'est cool. Et voilà, sur les acteurs, il y a quelques points de bémol. Tu as trouvé ces mêmes points au niveau du jeu sur le volume 2 ou pas ? Oui, très clairement, oui. Même les actrices, genre Eva Green. Eva Green, c'est quel perso ? C'est la Milady. Ok. Mais du coup, vous deux, vous avez vu le volume 2, il me semble. Du coup, le volume 1, vous avez quand même donné envie de continuer, de retenter l'expérience. Ouais, personnellement, comme j'avais dit, premier visionnage, j'ai vraiment kiffé le film. Là, vu qu'on en avait discuté un petit peu avec Mathieu, j'ai vu quelques points noirs hier en le regardant une deuxième fois. Mais globalement, moi, j'ai toujours un avis positif. Donc là, j'irai voir le 3 dès qu'il sortira au cinéma, pareil. C'est ça. Parce que de toute façon, des fois, faut pas trop réfléchir. Des fois, quand un film nous fait du bien, autant le regarder et continuer, clairement. Ouais. Mais même moi qui n'ai pas trop apprécié le film, j'ai quand même voulu voir ce que pouvait proposer le réalisateur sur un deuxième volet, où j'ai été très déçu d'ailleurs, parce que déjà sur le premier, j'ai eu un peu de mal sur la couleur sépia. Il y a un filtre sépia tout au long du film. T'as pas fait attention? Un peu. Ouais, c'est assez... Sur le deuxième? Sur le premier, ouais. Ah oui? Ouais, il y a un filtre sépia tout le temps. J'ai pas trop relevé, mais oui, il y a un petit truc sur la lumière, la couleur. D'accord. C'est un peu terne, quoi. J'ai pas trop compris pourquoi, pour montrer que c'est vieux, mais bon, c'est pas trop utile. En fait, sur un film du Moyen-Âge, t'es pas obligé de mettre un filtre sépia, de dégueulasser clairement tous tes acteurs. Oui, n'importe quel habit était sale. Oui, voilà, c'est ça. Même des gens qui étaient autour du roi, ils ont réussi à les rendre sales. Ça m'avait étonné. Ouais. Donc, même ça, je suis allé voir le deuxième. Bon, j'irai peut-être pas voir le troisième, clairement. Et c'est même pas sûr qu'il y en ait un troisième parce que. Mais en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dessus. C'est un gros pari, quand même, de la part des producteurs. Et les résultats n'ont pas été ceux attendus. C'est pas rentable ou c'est quand même rentable, mais pas trop? Je crois que c'est rentable, mais pas trop. Ok. Et en
En gros, c'est une grosse discussion de savoir si ça va continuer, mais de toute façon, on va avoir un Monte Cristo avec Pierre Ninet. Donc, quand bien Monte même... Cristo, c'est... Le Comte de quoi Monte Cristo. Enfin, ça me parle, le Comte de Monte Cristo, ça me dit quelque chose, mais je connais pas du tout l'histoire. Ah, je me souviens même plus. J'ai dû le lire comme Les Trois Mousquetaires quand j'étais gosse, mais c'est tout. Mais Oui, d'ailleurs, les mais Trois s'il y a Mousquetaires. Pierre Ninet dedans. Les Bah, Trois y aller Mousquetaires, c'est direct. tiré d'un livre. Oui, de Mais Alexandre du Dumas. coup, est-ce que le fait que ça soit pas hyper rapide, ça vient aussi du livre, ou c'est vraiment l'adaptation qui est hyper rapide, qui est hyper simplette? En fait, je c'est que connais Les pas. Trois Mousquetaires, quand il a été écrit, c'était en fait une partie dans un journal. Ok. En fait, c'était un peu comme Les Feux de l'amour, mais en papier. Ok. Et après, ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc je m'en souviens plus, mais en tout cas, en adaptation, ça va un peu vite. Ok, d'accord. Je me posais la question. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous auriez été choqué si ce film avait pris énormément de liberté sur ce que sont les Trois Mousquetaires? Non, parce que je connais pas l'histoire de base, donc. Je pense que ça aurait pas été dérangeant qu'ils justement prennent des libertés. Enfin, imaginons que ça soit entre guillemets de la faute de l'histoire originelle, que le scénario soit aussi mal tissé. Je pense qu'à la limite, ça aurait été mieux de prendre des libertés, quitte à ne pas respecter l'histoire de base. Mais là, on parle en tant qu'adaptation, de toute façon. En plus, et ouais. justement, faut toujours penser que c'est une adaptation et pas un vraie copie. film qui va, une pâle copie d'un livre. Et en fait, C'est à ça. chaque fois qu'un film est tiré d'un livre, il faut le prendre en tant qu'adaptation. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Très rapidement, un mot de conclusion, Enzo. Je n'irai pas voir le deuxième volet des Trois Mousquetaires, mais on peut reconnaître des bons points pour ce film, film français d'ailleurs, donc toujours bon à aller voir. Esteban, à toi. Alors moi, j'espère que le troisième sortira, parce qu'au contraire, j'irai carrément voir le troisième au cinéma dès qu'il sortira. Et pareil, film français, donc je suis content de voir qu'on puisse produire des films de cette ampleur-là, parce que personnellement, je trouve que le film, il a quand même pas mal de qualité, et principalement au niveau décor et costumes, et ça m'a un peu épaté, quoi. Et c'est justement... Et je viens d'à côté de Richelieu, donc je suis content que que ça soit représenté. Justement, c'est trop cool de pouvoir voir des films de cap et d'épée en France, avec de l'argent qui est mis dessus, avec un gros pari. Et ça, c'est au moins un bon point qu'on peut signaler sur ce film. Et bien entendu qu'on ira voir le Monte Cristo avec Pierre Ninet. Il sort bientôt, du coup? Avec Il plaisir. sort cette année, ouais. Cool. Il sera peut-être dans ce podcast. Pour finir, est-ce que vous avez quelques petites recommandations, petits kiffs culturels que vous avez pu avoir ces derniers temps? Esteban, vas-y. Alors, il y a Cyrus qui a sorti son nouveau clip. Je sais pas quand sort le podcast, mais qui sort son nouveau clip vendredi cette semaine, donc vendredi 16, sur les plateformes, et le son sur les plateformes et le clip sur YouTube. Donc, faut aller voir. Ok, Enzo. Alors, j'ai une autre recommandation. Bien sûr que je recommande Cyrus, un des meilleurs rappeurs de sa génération. Mais il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, et je pense qu'il peut être agréable pour les gens d'aller le voir. C'est Punch Drunk Love. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme assez banal, qui est souvent au bord du craquage et de la folie. J'irai pas plus loin pour ce qui est du scénario, mais j'ai trouvé le film vraiment happant. Il se passe pas énormément de choses dans le film, mais il m'a quand même marqué. Et la bande son et les effets sonores sont très pesants sur le spectateur, et vraiment c'est un super film, allez le voir. En même temps, c'est Paul Thomas Anderson. C'est un réalisateur qui est vraiment incroyable. Parmi le trio des Anderson, je pense que c'est celui que je préfère. Et vraiment, je vous le conseille aussi. De mon côté, je vais vous parler de All About Eve. En gros, ce week-end, je suis allé me balader. J'ai découvert qu'il y avait un vinyle de cette pièce de théâtre. Donc, c'est une pièce de théâtre anglaise que j'ai pu voir aussi. Et la musique est faite par P.J. Harvey, qui est magnifique, qui passe de la mélancolie aux pleurs, au sourire. Enfin, il y a toutes les émotions qui passent dedans. Voilà. Donc, je vous remercie énormément d'être venus, Enzo et Esteban. Merci à toi. Merci à toi. C'était très, très cool. Et je vous retrouve très rapidement pour l'épisode 2 au mois de mars. On a invité pour l'épisode 2? Allez, Allez, ouais. Quel de locomoteur